Mon mari m'a laissé avec une dette de 500 000 € et il est parti. Mais il ne savait pas ce que j'allais faire de sa nouvelle femme. Dites-moi ce que vous pensez qu'il va se passer, votre opinion est très importante. Et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail, votre aide est cruciale. Mes mains ridées tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir cette feuille. C'était une matinée froide à Avignon, et le silence de la maison semblait hurler à mes oreilles. Là, sur la table de la cuisine où j'avais préparé le petit déjeuner, pour Bernard pendant 42 ans, il y avait un simple mot et une pochette brune remplie de documents qui allaient faire s'écrouler mon monde. Ne me cherche pas, il n'y a plus de retour en arrière. C'était tout ce qu'il avait écrit, avec cette écriture que je connaissais si bien, celle qui signait les cartes d'anniversaire, qui écrivait des mots d'amour les premières années. Mais maintenant, à 67 ans, je découvrais que chaque mot, tendre, n'avait été qu'un mensonge. J'ai ouvert la pochette lentement, comme quelqu'un qui ne veut pas découvrir la vérité. Mon cœur s'est glacé. C'étaient des papiers de prêt, de financement, d'hypothèque. Un demi-million d'euros de dettes, tout à mon nom. La procuration que j'avais faite des années auparavant, lui faisant confiance comme je l'avais toujours fait, s'était transformée en une arme contre moi-même. « Madame Duval, vous devez payer. » Les coups à la porte ont commencé le lendemain. Moi, qui avais toujours été connue pour mes gâteaux maison, pour mon sourire timide et ma volonté d'aider tout le monde, je me cachais maintenant chez moi. Chaque sonnette était comme un coup de couteau en plein cœur. Jean et Sophie, mes enfants, sont venus dès qu'ils ont su. Mais au lieu du soutien dont j'avais tant besoin, ils ont apporté des reproches. « Comment n'avez-vous pas vu, maman? Comment avez-vous laissé ça arriver ?» Leurs mots faisaient plus mal que les menaces des créanciers. Je baissais la tête, ravalais mes larmes, faisais semblant d'être forte. Mais à l'intérieur, j'étais brisée. C'est Jacqueline, ma voisine depuis 30 ans et ma seule véritable amie, qui a apporté la nouvelle qui m'a fait perdre pied. « Yvette, a-t-elle dit, tenant mes mains tremblantes dans sa cuisine, « il est à Montpellier, avec une autre femme. Son nom était Sarah Fournier, agent immobilier, 25 ans plus jeune que moi, belle, indépendante, tout ce que je n'avais jamais été. Cette nuit-là, seule dans la chambre que nous avions partagée si longtemps, je me suis regardée dans le miroir et je n'ai vu qu'une vieille femme stupide qui avait cru en toute une vie de promesses vides. La banque menaçait de saisir ma maison. Les créanciers n'arrêtaient pas d'appeler. Mes enfants me parlaient à peine, comme si la honte était la mienne. Dans la rue, les voisins chuchotaient. Moi, qui avais toujours été la gentille pâtissière du quartier, j'étais maintenant la pauvre femme, l'abandonnée, celle qui n'avait pas vu son mari voler ses économies. Mais il y avait une chose que personne ne savait. Ni Bernard, ni mes enfants, personne. Une vieille boîte à biscuits en fer blanc, cachée au fond du placard de la cuisine, où je gardais chaque centime qui restait de la vente des gâteaux. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Et pour la première fois de ma vie, j'ai remercié d'avoir ce secret. Les mains tremblant toujours, mais le cœur un peu plus ferme, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Antoine, le fils de ma cousine éloignée. Il venait de finir ses études de comptabilité. « Madame Duval, a-t-il dit après avoir examiné les papiers, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Cette procuration, elle est expirée depuis 3 ans. Cette nuit-là, allongée dans le lit vide, j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Non pas de tristesse, mais de rage. Rage contre moi-même, d'avoir été si aveugle. Rage contre lui, d'avoir détruit notre vie. Et surtout, rage de devoir tout recommencer, à 67 ans, quand je pensais avoir assez vécu. Le pire n'était pas les dettes, ni la trahison, ni même la honte. C'était le silence de la maison, la place vide à la table du petit déjeuner, la solitude qui semblait aspirer tout l'air des pièces. Chaque photo au mur était un mensonge encadré. Chaque objet portait la marque d'une vie qui n'avait jamais été vraie. Et quand j'ai cru que ça ne pouvait pas empirer, la facture de la banque est arrivée. Ils voulaient la première échéance de la dette, un montant que je ne pourrais jamais payer avec ma retraite. Cet après-midi-là, assise sur la véranda, où je servais autrefois le café aux voisines, j'ai pris une décision. J'allais recommencer à faire des ménages comme je le faisais avant de me marier. Peu importait l'âge, peu importait la fatigue, j'allais me battre. Ce que je ne savais pas, c'est que cette décision ne serait que le début,
que le destin préparait un tournant qui changerait tout, et que ma véritable histoire de résilience commencerait justement au moment où je pensais avoir tout perdu. Pendant cette première semaine de ménage, mon dos me faisait tellement mal que je pouvais à peine sortir du lit. Mais la douleur physique n'était rien comparée à l'humiliation de nettoyer la maison de personnes qui me connaissaient depuis des années, qui achetèrent mes gâteaux, qui me voyaient comme l'épouse dévouée de Bernard. Chaque regard de pitié était comme une aiguille dans mon cœur. La première maison que j'ai nettoyée était celle de Madame Dubois, une ancienne, cliente de mes gâteaux aux noix. Quand je suis arrivée, avec un uniforme emprunté et des produits de nettoyage dans mon sac, elle a fait semblant de ne pas remarquer mes mains tremblantes. « Yvette, » a-t-elle dit, sans me regarder dans les yeux, « vous pouvez commencer par la chambre d'amis. » Et elle est partie, me laissant seule avec ma honte. Pendant que je frottais le sol, les larmes tombaient silencieusement. J'étais là, à 67 ans, à genoux, nettoyant la saleté des autres parce que mon propre mari avait sali ma vie. Les jours s'étiraient. Je me lève à 5 heures du matin, prépare une fournée de gâteaux, pars livrer avant le premier ménage. Je rentre tard, le corps endolori, l'âme encore plus endolorie. Et quand je pense que je vais avoir la paix, je trouve une autre facture à payer, un autre document montrant des dettes que je n'ai pas contractées. Une de ces nuits, Sophie est arrivée sans prévenir. Ma fille, toujours si élégante dans ses vêtements de professeur, semblait porter le poids du monde sur ses épaules. « Maman », a-t-elle dit, s'asseyant en face de moi, « vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vendez cette maison, venez vivre avec moi et Marc. » Marc, mon gendre, m'avait toujours traité comme un fardeau. Rien que d'y penser, vivre sous le même toit que lui, mon estomac se retournait. Non, ma chérie, cette maison, c'est ma vie. Ce que je n'ai pas dit, c'est que c'était la seule chose qui me restait. C'est cette même semaine que Manon, ma petite fille de 19 ans, est arrivée avec un sac à dos et les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle s'était disputée violemment avec Sophie à cause de l'université. Ma fille voulait qu'elle fasse des études de gestion, mais Manon rêvait d'être pâtissière. « Mamie, je peux rester quelques jours ?» Et ces jours sont devenus des semaines. Voir Manon dans la cuisine, apprendre mes recettes, m'a donné une idée. Nous avons commencé à faire des gâteaux ensemble, elle avec son énergie de jeune femme, moi avec mon expérience de longues années. Les commandes ont augmenté. L'argent était encore maigre, mais au moins nous pouvions acheter de la nourriture sans dépendre de l'aide de personne. Mais la vie a une manière cruelle de nous surprendre. Un samedi après-midi, Jean est venu me rendre visite. Mon fils, toujours si semblable à son père, s'est assis à la table de la cuisine avec une expression qui m'a glacé le sang. « Maman, la banque. Ils vont saisir la maison. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux. » Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je suis restée assise sur la véranda, regardant les lumières d'Avignon, me remémorant chaque instant vécu dans cette maison. C'est là que j'ai élevé mes enfants, que j'ai fait mes gâteaux, que j'ai construit toute une vie. Et maintenant, à cause de la cupidité d'un homme, j'allais tout perdre. Antoine, le comptable, continuait à analyser les documents en échange de mes gâteaux. « Madame Duval » a-t-il dit un après-midi, « il y a d'autres choses qui ne vont pas ici. Certains de ces contrats, ils ne sont pas valides. La procuration était expirée quand ils ont été signés. » C'était une lumière au bout du tunnel, mais une lumière trop faible. Un procès prend du temps, et le temps, c'est justement ce que je n'avais pas. Les créanciers continuaient à frapper à la porte, les factures s'accumulaient, et chaque jour était une nouvelle bataille pour garder ma dignité. Manon a été mon ange pendant ces jours. Pendant que je faisais des ménages, elle s'occupait des commandes de gâteaux. Le soir, nous nous asseyions ensemble dans la cuisine, elle m'apprenant à utiliser le téléphone pour promouvoir notre travail, moi lui enseignant les secrets des vieilles recettes. C'était comme si Dieu m'avait donné une nouvelle chance, à travers elle. Mais la solitude de la nuit était la pire partie. Quand tout le monde dormait, je restais éveillée, pensant à quel point j'avais été stupide. 42 ans aux côtés d'un homme capable de me laisser dans la misère, qui vivait maintenant avec une femme plus jeune, dépensant l'argent qu'il m'avait pris. Jacqueline, mon amie fidèle, venait tous les jours prendre le café et apporter des nouvelles. Elle travaillait comme cuisinière chez les Durand, l'une des familles les plus importantes de la ville. C'est un de ces matins qu'elle a laissé échapper quelque chose qui allait tout changer,
Yvette, tu ne vas pas croire ce que j'ai découvert sur Sarah. Mon cœur a bondi. Là, dans cette cuisine simple où j'avais déjà versé tant de larmes, j'étais sur le point de découvrir quelque chose qui allait bouleverser ma vie une fois de plus. Et le pire, je n'avais aucune idée de combien cette information allait coûter à ma paix. Mes mains ont tremblé quand Jacqueline a commencé à parler. Là, assise dans ma cuisine avec une tasse de café à moitié vide, mon amie m'a raconté que Sarah projetait d'ouvrir une agence immobilière à Avignon. Et l'argent, il venait de Bernard. Mon sang s'est glacé aussitôt. Cet argent ne pouvait provenir que des dettes qu'il avait contractées en mon nom. « Tu dois faire quelque chose, Yvette », insistait Jacqueline, me tenant les mains. Mais que pouvais-je faire ? À 67 ans, luttant pour ne pas perdre ma maison, faisant des ménages pour survivre, quelle force avais-je contre eux ? Cette nuit-là, seule dans ma chambre, j'ai fouillé dans de vieilles boîtes du grenier. Je ne savais pas vraiment ce que je cherchais, peut-être un peu de paix, peut-être des réponses. C'est là que j'ai trouvé, au fond d'une boîte poussiéreuse, des documents jaunis que je n'avais pas vus depuis des décennies. Mon cœur s'est presque arrêté. C'était l'acte de propriété du terrain que mon père m'avait laissé en héritage. Je me souviens comme si c'était hier. C'était un terrain en périphérie de la ville, que Bernard avait juré avoir vendu il y a longtemps. « Je l'ai vendu pour payer les dettes de ton père », disait-il, et moi, idiote comme toujours, j'avais cru. Mais là était l'acte de propriété, intact, toujours à mon nom. Les jambes tremblantes, j'ai appelé Antoine. Il est arrivé le lendemain, a mangé 3 parts de mon gâteau aux noix en analysant les documents. « Madame Duval ?» a-t-il dit, les yeux brillants, « vous êtes toujours propriétaire de ce terrain. Bernard l'a juste utilisé comme garantie. Pour un prêt, mais la propriété reste la vôtre. » J'ai passé la nuit blanche à réfléchir. Le terrain se trouvait dans une zone qui s'était beaucoup développée ces dernières années. Peut-être que la solution à mes problèmes était là. Mais comment une vieille pâtissière allait-elle pouvoir faire quelque chose avec un terrain ? Manon, qui était maintenant ma compagne inséparable, a remarqué mon inquiétude. Pendant que nous préparions des caramels pour les livrer, elle m'a serré dans ses bras par derrière. « Mamie, dis-moi ce qui se passe. » Et j'ai raconté. J'ai raconté pour le terrain, pour Sarah, pour l'argent volé. C'est ma petite fille qui a eu l'idée qui allait tout changer. « Mamie, pourquoi vous ne cherchez pas cette Sarah ? Si elle est aussi trompée ?» J'ai secoué la tête, effrayée rien que d'y penser. Mais l'idée est restée dans ma tête. Les jours suivants ont été une agonie. Ménage le matin, gâteau l'après-midi, factures à payer, et cette pensée ne me quittait pas. Jusqu'à un jeudi, après avoir nettoyé la maison des Durand où Jacqueline travaillait, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai demandé l'adresse du bureau de Sarah. Je n'oublierai jamais cet après-midi. Je suis entrée dans le petit bureau du centre-ville, mes mains ridées, serrant mon vieux sac. Sarah était là, élégante comme Jacqueline l'avait décrite. Quand je me suis présentée, j'ai vu son visage pâlir. « Madame Duval » a-t-elle commencé, mais je l'ai interrompue. Avec un calme que je ne sais pas d'où j'ai tiré, j'ai posé sur sa table tous les documents. Les dettes, la procuration, expirés, les contrats irréguliers. « Ma chérie », j'ai dit, la voix tremblante, « je crois que nous devons parler. » Ce qui s'est passé ensuite m'émeut encore quand je m'en souviens. Sarah s'est mise à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de culpabilité, c'était de rage, de déception. « Il avait promis d'investir dans l'agence immobilière », sanglotait-elle. « Il a dit que l'argent était propre, que... » Et puis elle a ouvert un tiroir et en a sorti d'autres papiers. Mon cœur s'est arrêté. C'était de nouveaux prêts, maintenant à son nom. Bernard faisait à Sarah exactement ce qu'il avait fait à moi. L'histoire se répétait, avec une femme 25 ans plus jeune. Nous sommes restés des heures à parler, dans ce bureau. 2 femmes trompées par le même homme, l'une avec les rides de l'expérience, l'autre avec des rêves brisés. Entre larmes et café, quelque chose d'inattendu a commencé à naître là. Une alliance. Sarah connaissait le marché immobilier comme personne. Quand j'ai montré l'acte de propriété de mon terrain, ses yeux ont brillé. « Madame Duval » a-t-elle dit, « vous avez conscience de la valeur de ce terrain aujourd'hui ? Et si... » C'est ainsi qu'est née l'idée. Un petit projet destiné aux retraités comme moi.
Des maisons simples, mais confortables, avec un jardin pour planter et une véranda pour voir le coucher du soleil. Sarah avait les contacts, j'avais le terrain. Elle avait les connaissances, j'avais la confiance des gens. Mais ça n'a pas été facile. Les mois suivants ont été une lutte constante. Pendant que le projet démarrait, j'ai continué à faire des ménages et à vendre des gâteaux. Manon a laissé tomber l'idée de la pâtisserie et a commencé à étudier le design d'intérieur seule, voulant aider au projet. Les nuits étaient encore solitaires, mais maintenant elles étaient aussi d'espoir. Chaque centime économisé, chaque nouveau client gagné, chaque petit pas était une victoire. Et quand le premier contrat a été signé, j'ai pleuré comme une enfant. Ce que je ne savais pas, c'est que le destin réservait encore plus de surprises, que ce partenariat improbable avec Sarah allait bien au-delà des affaires, et que ma véritable vengeance contre Bernard serait bien plus douce que je ne pouvais l'imaginer. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, regardant le plafond écaillé qui serait bientôt réparé, j'ai réalisé qu'il faut parfois tout perdre pour trouver sa véritable force. Mais ce n'était pas encore la fin de l'histoire. Le destin préparait sa dernière carte, et elle serait dévastatrice. Les mois suivants ont tout changé dans ma vie, mais ce n'a pas été un chemin facile. Chaque matin apportait une nouvelle bataille, chaque nuit une nouvelle préoccupation. Le projet avec Sarah commençait à prendre forme, mais les dettes frappaient encore à ma porte tous les jours, comme des fantômes qui ne voulaient pas me laisser en paix. Un après-midi particulièrement difficile, Sophie est apparue sans prévenir. Elle a trouvé Sarah assise à ma table de cuisine, des papiers éparpillés partout, pendant que Manon dessinait des plans des maisons que nous projetions de construire. Le regard de déception de ma fille m'a brisé le cœur. « Vous avez complètement perdu la tête, maman? Vous associez avec la maîtresse de papa ?» Sophie tremblait de rage. Sarah s'est levée pour partir, mais j'ai retenu sa main. Pour la première fois de ma vie, j'ai affronté ma propre fille. Non, Sophie, celle qui a perdu la tête, c'est toi qui ne vois pas que je me bats pour survivre. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, j'ai pleuré dans les bras de Manon. « Mamie, a-t-elle murmuré, vous êtes la personne la plus forte que je connaisse. » Mais je ne me sentais pas forte. Je me sentais fatiguée, vieille, effrayée par l'avenir. Pourtant, le lendemain matin, j'étais debout à 5 heures, faisant des gâteaux à livrer avant d'aller au ménage. Le projet avançait lentement. Sarah a trouvé un jeune architecte fraîchement diplômé qui a accepté de travailler pour un prix inférieur, en échange de pouvoir utiliser le projet dans son portfolio. Antoine, mon comptable ange, a découvert que nous pouvions utiliser une loi spéciale pour les retraités pour le financement des petites maisons. Mais tout n'était pas rose. Un matin froid d'août, j'ai reçu un appel qui m'a glacé le sang. C'était Jean, mon fils. « Maman, papa, il demande de vos nouvelles. Il veut parler. » J'ai raccroché le téléphone, les mains tremblantes. Pendant des jours, je n'ai pas bien dormi. Pourquoi Bernard voulait-il me voir maintenant? Aurait-il découvert pour le terrain? Pour le projet avec Sarah? Les anciennes insécurités sont revenues en force, me faisant douter de chaque décision que j'avais prise. C'est une de ces nuits d'insomnie que j'ai trouvée, au fond d'un tiroir, notre vieil album de mariage. Les photos jaunies montraient une Yvette jeune, pleine de rêves, aux côtés d'un Bernard souriant qui promettait l'amour éternel. Comme j'avais été naïve, j'ai déchiré les photos une par une, pleurant pour cette jeune femme qui avait cru en des promesses vides. Mais le destin a une drôle de façon de fonctionner. Le lendemain, en faisant le ménage chez les Durand, j'ai entendu une conversation qui allait tout changer à nouveau. La patronne de Jacqueline parlait au téléphone d'une amie qui devait vendre sa maison d'urgence, une dame qui avait perdu son mari et voulait déménager près de ses enfants à Marseille. J'ai couru raconter à Sarah. C'était notre chance. La maison était exactement à côté de notre terrain. Si nous pouvions l'acheter, nous pourrions l'utiliser comme bureau de vente et appartement témoin. Mais l'argent était toujours le problème. C'est là que Manon a eu une idée brillante. « Mamie, et si on faisait une cagnotte? Vous connaissez tellement de gens qui achètent vos gâteaux ?» Au début, j'ai trouvé ça fou. Mais ma petite fille a insisté. Elle a créé une page sur Internet, a raconté notre histoire, sans mentionner Bernard, bien sûr, a expliqué le projet des petites maisons pour retraités.
La réponse de la communauté m'a laissé sans voix. D'anciennes clientes de mes gâteaux, des voisines qui me connaissaient depuis des décennies, même Madame Dubois, qui m'employait maintenant comme femme de ménage, tous voulaient aider. Ce n'était pas beaucoup d'argent, mais c'était suffisant pour donner l'acompte pour la maison. Le reste, nous l'avons obtenu avec un petit prêt, légal cette fois, avec tous les documents en ordre. Sarah a utilisé ses connaissances pour négocier un bon prix, et Antoine a garanti que chaque papier était correct. La maison avait besoin de rénovation, mais cela ne nous effrayait plus. Manon a dessiné un beau projet, transformant le salon en un bureau accueillant. Les murs, qui étaient tristes et écaillés, ont pris des couleurs gaïes. Dans le jardin, j'ai planté les mêmes fleurs que j'avais dans le jardin de mon ancienne maison. Mais tout n'était pas victoire. Sophie continuait à me traiter avec froideur, et Jean insistait pour que je parle à papa. Les dettes, même si certaines étaient contestées, pesaient toujours sur mes épaules. Il y avait des nuits où je me réveillais en sueur, pensant que j'avais tout fait de travers. C'est une de ces nuits de doute que j'ai reçu une visite inattendue. Madame Petit, ma voisine de 75 ans, a frappé à ma porte à 9 heures du soir. « Yvette », a-t-elle dit les yeux humides. « Je suis venue faire un dépôt pour réserver ma petite maison. Je veux être la première résidente du lotissement. » Ce geste de confiance m'a profondément émue. Ce n'était pas juste une affaire, c'était un rêve partagé par d'autres femmes comme moi qui voulaient un endroit à elles à la fin de leur vie. Le bureau de vente a été prêt en octobre. Le jour de l'inauguration, nous avons fait un simple petit déjeuner avec mes gâteaux et du café frais. Les gens ont commencé à arriver tôt, curieux de connaître le projet. Il y avait la queue à la porte. Mais quand tout semblait enfin bien se passer, le destin a décidé de jouer un autre tour. À la fin de cet après-midi d'inauguration, alors que nous rangions les dernières choses dans le bureau, Sarah a reçu un appel qui a changé son expression. Elle a raccroché, pâle comme un linge. « Madame Duval », a-t-elle dit, la voix tremblante. « Bernard, il revient à Avignon, et il n'est pas seul. » Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. La nouvelle du retour de Bernard m'a retournée. L'estomac a ramené toutes les peurs que je pensais avoir surmontées. Je suis restée assise sur la véranda jusqu'au lever du jour, me souvenant de chaque moment d'humiliation, de chaque larme versée, de chaque nuit où je m'étais demandé si je pourrais survivre à tant de douleurs. Sarah est apparue tôt, les yeux aussi rouges que les miens. « Il ne vient pas seul », a-t-elle répété. « Il ramène sa sœur, Martine, celle qui travaille à la banque. » Mon cœur s'est glacé. Martine a toujours été contre notre mariage, m'a toujours traitée comme une vulgaire femme qui ne méritait pas son frère. Et maintenant, elle venait à Avignon, probablement pour essayer de détruire tout ce que nous avions construit. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était plus cette Yvette soumise qui baissait la tête et ravalait ses larmes. Pendant ces mois de lutte, j'avais appris ma propre force. « Laisse-les venir », ai-je dit à Sarah, essayant d'avoir l'air plus courageuse que je ne me sentais. Manon, qui avait tout entendu, m'a serré fort dans ses bras. « Mamie, vous n'êtes plus seule maintenant. » Et c'était vrai. Outre ma petite fille et Sarah, il y avait Jacqueline, Antoine, Madame Petit, toutes les clientes qui avaient cru en notre projet. Un réseau de personnes qui croyaient en moi quand moi-même je n'y croyais pas. La nouvelle du retour de Bernard s'est répandue comme une traînée de poudre. Un après-midi, j'étais au bureau quand Sophie est entrée, pour la première fois depuis notre dispute. « Maman », a-t-elle dit, s'asseyant en face de moi, « papa m'a appelé. Il a dit qu'il allait tout arranger, qu'il avait un plan pour vous sauver de la ruine. » La ruine ? J'ai regardé ma fille avec un sourire triste. Elle n'avait aucune idée de nos progrès. Notre petit lotissement avait déjà 5 maisons vendues, toutes à des dames comme moi, qui voulaient un endroit tranquille où vivre. L'argent des acomptes avait aidé à négocier une partie des vieilles dettes. C'est Sarah qui a découvert le véritable plan de Bernard. Il avait appris le succès initial du projet et voulait maintenant une partie des bénéfices. Martine, en tant que directrice de banque, viendrait pour aider à l'administration de l'argent. C'était la même stratégie que d'habitude, s'infiltrer, prendre le contrôle, détruire. Un matin gris de novembre, ils sont enfin arrivés. Bernard est entré dans le bureau comme s'il en était le propriétaire.
Martine juste derrière, avec sa mallette de documents. Je me suis sentie trembler, mais pas de peur, de rage. « Bernadette » a-t-il dit, utilisant ce surnom que j'ai toujours détesté, « je suis venu t'aider. Je sais que tu es manipulée par cette... » Et il a regardé Sarah, avec mépris. Mais avant qu'il ne puisse continuer, j'ai levé la main. 42 ans de silence avaient pris fin. « Ne m'appelle pas Bernadette », ai-je dit, la voix plus ferme que jamais. « Mon nom est Yvette, et tu ne vas rien arranger, car je n'ai plus besoin de toi. » Martine a fait un pas en avant, ouvrant sa mallette. « Ma petite sœur », a-t-elle dit de ce ton faussement doux, « j'ai apporté une proposition de la banque. Nous pouvons refinancer tes dettes, reprendre le projet, tout professionnaliser. » C'est alors que la porte s'est ouverte. Madame Petit est entrée, appuyée sur sa canne, suivie de 3 autres dames. C'étaient nos premières acheteuses, toutes vêtues de l'élégance simple des femmes qui connaissaient leur valeur. « Professionnaliser ?» a demandé Madame Petit de sa voix ferme de professeur à la retraite. « Ce projet est déjà professionnel. Il est honnête. Il est le nôtre. » Les autres ont acquiescé, formant une barrière silencieuse entre nous et Bernard. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose à quoi personne ne s'attendait. Sarah s'est levée, a pris une mallette dans le tiroir et l'a remise à Bernard. « Voici tous les documents qui prouvent tes fraudes, les prêts irréguliers, les procurations expirées, tout. Si tu ne pars pas maintenant et ne reviens plus jamais, demain matin tout cela sera à la police. » Son visage a pâli. Martine a essayé d'argumenter, mais sa voix s'est éteinte quand elle a vu Antoine entrer avec une autre mallette de documents. Mon comptable Ange avait rassemblé suffisamment de preuves pour démolir toute tentative d'escroquerie. « C'est fini, Bernard. » J'ai dit, mes mains ne tremblaient plus. « Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi, sur aucune de nous. » Il est parti sans dire un mot, Martine sur ses talons. Quand la porte s'est refermée, le silence a été brisé par des applaudissements. Je n'avais pas remarqué que le bureau s'était rempli. Clientes, voisines, même Madame Dubois était là. Cette nuit-là, nous avons fait une petite fête. Manon a apporté un gâteau, Jacqueline a fait du café, et nous nous sommes réunis dans le jardin du bureau, où mes fleurs commençaient déjà à pousser. En regardant ces femmes, Sarah avec ses connaissances, Madame Petit avec sa sagesse, ma petite fille avec ses rêves, j'ai réalisé que j'avais trouvé une nouvelle famille. Sophie est arrivée à la fin de la fête, amenant Marc et les enfants. Pour la première fois, j'ai vu de la fierté dans les yeux de ma fille. Jean est apparu après, gêné, s'excusant d'avoir douté de moi. 6 mois plus tard, nous avons inauguré la première maison du lotissement. Madame Petit a emménagé un matin ensoleillé, emportant ses pots d'orchidées et toute une vie d'histoire. Bientôt, d'autres dames l'ont rejointe. Notre petit coin de terre s'est transformé en un lieu de nouveau départ. Sarah et moi continuons à travailler ensemble. Nous ne sommes pas juste des associés, nous sommes amies, confidentes, 2 femmes qui ont appris qu'il faut parfois tout perdre pour trouver sa véritable valeur. Aujourd'hui, assise sur la véranda de ma nouvelle maison, oui, j'ai aussi emménagé dans le lotissement, je vois le soleil se coucher sur notre petit paradis. Les fleurs que j'ai plantées poussent fortes, tout comme les liens que nous avons tissés. Manon est à l'université d'architecture, transformant notre projet en son travail de fin d'études. Les dettes, presque toutes régularisées ou contestées. L'argent est encore compté, mais maintenant il est honnête, gagné avec travail et dignité. Nous ne sommes pas riches, mais nous avons quelque chose de bien plus précieux, le respect, l'amitié, la paix. Bernard n'est jamais revenu à Avignon. J'ai appris qu'il avait déménagé à Toulouse, probablement à la recherche d'autres femmes, à tromper. Mais je m'en fiche maintenant. Cette Yvette qui tremblait de peur est morte le jour où elle a trouvé sa propre force. Hier soir, je faisais des gâteaux dans la cuisine communautaire que nous avons construite dans le lotissement quand Madame Petit est entrée. « Tu sais, Yvette, a-t-elle dit en m'aidant à rouler des truffes au chocolat, tu nous as appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. » J'ai souri, pensant à tout ce que j'avais vécu. Mes mains ont toujours des rides, mon corps me fait toujours mal après une journée de travail, mais le cœur est plus fort que jamais. Parce que maintenant je sais que je n'ai pas besoin d'un homme, d'un sauveur ou d'un miracle. J'ai juste besoin de moi-même, de ma force,
et de cette famille de femmes incroyables que le destin m'a offerte. À 67 ans, je ne suis pas à la fin de ma vie, je ne fais que commencer une nouvelle histoire. Et cette fois, c'est une histoire écrite par moi, avec l'encre du courage et le papier de la dignité.